Bonsoir, il est 8h08 et je suis très content de vous accueillir dans ce nouvel épisode de... Je ne sais pas comment s'appelle cet épisode, j'ai toujours pas trouvé un nom pour cette série de vidéos. Je pensais à Chère âme créative, mais il y a d'autres chaînes comme ça qui s'appellent Chères âmes créatives, Chère âme créative. Donc j'ai toujours pas trouvé de nom, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de... Comment on va l'appeler ? Bon, peut-être que le prochain épisode, j'aurai un nom. Comment exposer en galerie? La question à $1 million. Ça s'applique aussi si tu fais de la musique et que tu cherches un producteur, que tu es écrivain et que tu cherches un éditeur. À chaque fois que tu vas être dans ce type de relation-là, je pense que vraiment cette vidéo va t'apporter des choses hyper importantes. En tout cas, je vais essayer de te partager, moi, l'expérience que j'ai eue de ces 15 dernières années à collaborer avec différentes galeries. Je vais te raconter un peu mon histoire et mon histoire amoureuse avec tous ces différents couples pour qu'il ait ce message. Alors déjà, si tu te lances dans les arts, que tu as moins de 3 à 5 ans d'expérience, c'est peut-être un petit peu tôt pour contacter une galerie. Ou bien même que tu as commencé, tu as plus de 5 ans d'expérience, mais tu sens qu'encore tu es en recherche. Là aussi, c'est un petit peu tôt pour contacter une galerie parce que tu risques de pas avoir de deuxième chance au cas où tu fais des erreurs, t'es pas encore prête, il y a des choses qui vont changer. Or, la majorité des galeries vont chercher une forme de stabilité dans ta production. Donc, c'est peut-être pas le bon moment, mais recevoir ces conseils-là, ça peut te donner des perspectives d'objectifs à plus long terme, moyen long terme, vers où tu veux aller, qu'est-ce que tu peux viser. Et si tu as justement cette expérience-là, de 3 à 5 ans ou même plus, que tu as fini une école d'art et que tu commences à exposer à droite à gauche avec des amis et que tu aimerais bien rentrer dans une galerie, là, c'est parfait. Pareil, si tu fais de la musique et que tu as vraiment déjà développé tes thématiques, ton langage, tes morceaux, eh bien là, c'est le bon moment. Donc, tous les conseils que je vais te donner ici, je pars déjà de ce postulat. Bon, maintenant que tout ça est prêt, je voudrais déjà commencer par te parler un peu de mon parcours et de voir qu'est-ce que toi, tu peux en tirer de ce parcours-là. Comment j'ai fait pour commencer alors que j'avais pas de prédisposition dans ma famille à me développer dans un milieu culturel, surtout art contemporain en France. Mes parents n'avaient pas de connexion spécifique, j'ai pas eu le droit à des pistons, j'avais pas de moyens financiers spécifiques, j'avais pas du tout les codes, ça c'est hyper important, j'avais pas du tout les codes du monde de l'art contemporain. Chez moi, il n'y avait pas de magazine d'art, il n'y avait pas spécifiquement de livres d'art. J'avais à peu près aucun avantage de plus que toi quand j'ai commencé. Et 15-20 ans plus tard, eh bien, j'ai pu faire une trentaine d'expositions solo avec des galeries en Europe, en Asie, aux États-Unis, vivre de mon art, rencontrer des commissaires, des collectionneurs, collaborer sur le long terme avec des galeristes. Et tout ça, ça s'est fait de plein de façons différentes et je vais te raconter ça un petit peu dans cette vidéo. Pour aborder des galeries, il y a un petit peu 3 chemins différents. La première, c'est de manière organique, c'est-à-dire par rencontre, par affinité. Et ça, c'est la vie qui fait que je me suis mis dans des situations où j'ai rencontré des gens et c'est par les rencontres humaines que les collaborations professionnelles ensuite s'en sont suivies. La première exposition que j'ai faite, c'était dans une toute petite galerie et c'était mon coloc qui l'avait montée. J'étais étudiant en Belgique à la Cambre, donc c'est l'école nationale d'art visuel de Belgique. Il était graffeur et il avait fait une demande de bourse européenne pour monter un petit projet. Il a reçu 7 000 €, je crois. Et pendant 1 an, il a pu monter une galerie avec un petit local qu'il avait trouvé. Il avait un loyer de peut-être 400 € par mois. Et c'était un système de débrouille. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Artist Run Space. Un espace tenu par des artistes et fait pour des artistes. Et on a fait la première exposition ensemble. Et on a fait un trio. Et tout ça, c'était un peu
comme on dit, avec notre et notre couteau. Donc, la première des choses, c'est de manière organique, d'être ouvert aux opportunités qui passent. Super important. Je reviens dans le premier conseil. Une autre façon de contacter les galeries de manière intentionnelle, c'est-à-dire de démarcher. Là, ça s'est passé quand je suis arrivé au Vietnam. Je suis habité là-bas pendant 8 ans. Je suis arrivé et j'ai tout simplement envoyé un mail à la galeriste pour dire voilà, je suis un artiste qui arrive ici, j'aimerais bien vous rencontrer, et elle a accepté, je l'ai rencontré, j'ai présenté mon dossier. 6-8 mois plus tard, et ben on a fait notre première exposition ensemble, et notre collaboration, elle a duré jusque-là, donc plus de 10 ans. Ça, c'est de manière intentionnelle. L'autre façon que j'ai faite de manière intentionnelle, enfin indirectement, c'est de faire une exposition. Donc ça, c'était dans un squat au frigo dans le 13e à Paris. Et donc ça, c'est pareil. J'ai rencontré une amie, qui est devenue une amie par rencontre. Et pareil, on a tout fait de nous-mêmes. Et ensuite, un galeriste est passé, Vincent, il s'appelle Vincent. Il a vu l'exposition et 1 an plus tard, il m'a contacté pour qu'on travaille ensemble. Et depuis ce jour, ça fait plus de 10 ans de collaboration. Donc ça, c'est une manière indirecte, c'est encore mieux. Et ce qu'il y a de encore mieux, ça se passe un petit peu après, c'est que t'es pas à démarcher directement, c'est que on parle de toi. Ça m'est arrivé quand je suis allé à Los Angeles et il y avait un commissaire qui travaillait pour la fondation Louis Vuitton à Paris à l'époque, qui avait vu mon travail. On avait eu un échange, et bien des années plus tard, quand j'étais à Los Angeles, il m'a mis en contact avec une galerie pour faire ma 2e exposition solo à Los Angeles. Il y a plein d'autres histoires dont je pourrais te parler à un autre moment. Tout ce que j'ai pu vivre avec ces différentes galeries, des relations, des one-shot, des relations longues, j'en tire déjà 2 conclusions. J'ai plein de choses à te raconter, ça c'est la première des choses. J'ai 8 conseils vraiment que je garde et que j'aurais voulu connaître avant et que je te refile aujourd'hui. J'espère que ça pourra t'apporter des choses. Et j'ai totalement oublié le 2e conseil. Donc c'est parti. Ah oui, je sais ce que c'est le 2e conseil. Entre des one-shots et des relations longues, et ben tout ça, ça ressemble vachement à des relations de couple. Donc je vais utiliser la métaphore du couple pour te parler de tous ces conseils-là, parce que c'est aussi une rencontre. Alors, les 2 premiers conseils, c'est par rapport à toi. C'est ton travail personnel, préparatoire pour te lancer dans une relation. Les 3, 4, 5, c'est l'autre. C'est comprendre les galeries, comprendre le ou la galeriste en tant que personne, en tant que entité, et aussi comment elles s'inscrivent dans un panorama culturel global. Le 6 et 7, c'est vraiment comment tu crées le nous, le partage, l'échange, la collaboration. Et le 8, c'est mon préféré de ouf. C'est un conseil, j'ai mis tellement longtemps à comprendre pourquoi il était important. Et c'est le plus important. Et bien sûr, c'est la pure manipulation. C'est pour que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Non, pour de vrai, c'est vraiment le conseil le plus important, c'est le 8e. Première chose, commence ici. Start here. Ça veut dire, quand on a envie de se projeter dans le monde de l'art, dans un autre milieu culturel, comme celui de la musique ou de l'édition, et qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne, on a tendance à l'idéaliser. Bien souvent, on a envie de commencer avec les plus grosses galeries, on vise ça, en disant les petites galeries, c'est moins important, etc. Et c'est, je pense, une erreur. Comment intéresser une énorme galerie qui a déjà un roster d'artistes, de collectionneurs, et que ça tourne, si tu n'arrives déjà pas à intéresser les personnes autour de toi. Les personnes autour de toi, c'est les premières personnes qui vont potentiellement suivre ton travail, le soutenir. Et même si c'est d'un point de vue émotionnel, théorique, qui ont envie de venir à tes vernissages, c'est-à-dire qui ont envie de donner de leur temps pour venir voir ce que tu fais. Et ça, c'est précieux. Peut-être en commerce, on va appeler ça des early birds, où c'est les premières personnes à te suivre, mais c'est vraiment fondamental. Ensuite, quand tu auras des personnes que tu ne connais pas qui vont suivre ton travail, au final, on peut se demander si on ne crée pas que pour 3 ou 4 personnes.
des personnes qui sont importantes pour toi, ça peut être amis, famille, ou une ou deux personnes du monde de l'art, des personnes artistes qui sont dont le regard ou la sensibilité te touche. Mais dans ce conseil-là, start here, c'est vraiment qu'est-ce qui est déjà présent autour de toi. Et c'est un endroit aussi où tu vas pouvoir tester, tu auras aussi le droit à l'erreur. Et ça, à partir du moment où tu travailles avec une plus grosse galerie, tu n'as plus vraiment ce droit à l'erreur. Donc, le moment où tu vas produire des œuvres qui, pour toi, c'est le top de tout ce que tu fais, tu vas les montrer, mais peut-être que d'ici 5 ans, tu vas te dire, ah, en fait, je me reconnais plus du tout dans cette œuvre. Ça m'est arrivé plein de fois, et c'est quelque chose que tu peux faire quand tu es jeune artiste ou quand tu commences dans une carrière. C'est normal de changer, et moi je suis le premier, je suis le premier à plaider coupable. Enfin, il faut changer, mais par contre, je peux regarder des œuvres que j'ai faites il y a 5 ans et me dire encore aujourd'hui, ok, je suis dans d'autres thématiques, dans d'autres problématiques aujourd'hui, mais je pense encore que ces œuvres-là sont bonnes. Elles ont le mérite d'exister. Or, quand on commence, on ne sait pas encore, on n'a pas l'épaisseur du temps et l'expérience pour se rendre compte que cette œuvre-là, en fait, c'est une œuvre de début de carrière, de début de parcours, et qui est pas si puissante que ça. Donc, commencer ici, c'est vraiment, tu vas pouvoir tester tes œuvres, comment elles seront perçues par d'autres, comment elles sont interprétées, qu'est-ce qui fonctionne pas, te réadapter et vraiment avoir l'expérience de l'exposition. Et ça, c'est ultra important pour que le jour où tu as envie de travailler avec des plus grosses galeries, tu as déjà tout ce bagage-là, comme tous les autres artistes avec lesquels ils travaillent là, pour pas que tu te prennes les pieds, comment on dit, c'est quoi l'expression déjà ? Te prendre les pieds dans le pot de peinture, enfin j'en sais rien, je mélange un peu toutes les expressions, mais pour pas que ces erreurs premières là, tu les fasses dans un contexte où tu auras plus de pression. L'autre raison, la deuxième raison pour laquelle c'est important de commencer ici, c'est que quand tu travailles avec une jeune galerie, tu peux évoluer avec cette galerie. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Je me rappelle, moi, j'ai fait vraiment toutes les choses que je te dis de pas faire, je les ai faites. C'est pour ça que je te dis de pas les faire. Donc, par exemple, il y a une galerie qui m'avait contacté quand je suis sorti d'école. J'ai dit non, ça m'intéresse pas, je veux travailler avec une plus grosse galerie. C'était une toute jeune galerie et moi j'étais un jeune artiste con et prétentieux. Ça a duré 2 ans, 3 ans. J'ai été en visite à Art Basel à Hong Kong. Donc à l'époque j'habitais encore au Vietnam et je croise ce galeriste là qui sortait d'un dîner avec l'ancien directeur de la galerie Yvon Lambert qui me dit il m'a parlé de toi, il aimerait travailler avec toi, pourquoi tu travailles pas avec lui? Et je lui ai dit, moi, je voudrais travailler avec une plus grosse galerie, alors qu'il était au tout début, en fait. Même si j'appréciais la personne, j'avais très peur de prendre une mauvaise décision. Et il m'a dit, vous, les jeunes artistes, vous voulez toujours travailler avec des énormes galeries dès le début, mais c'est bien de commencer avec une jeune galerie pour pouvoir grandir avec cette galerie-là. J'ai écouté son conseil, j'ai accepté, j'ai travaillé avec ce galeriste-là, et ça a duré 10 ans. Et encore aujourd'hui, on travaille ensemble, on est devenus super amis, et c'était un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Donc je te le refile aussi, en te disant que c'est pas moi qui ai inventé ce conseil-là, mais grandir, évoluer avec une jeune galerie, c'est génial. C'est vraiment là où en fait tu vas prendre toutes les décisions ensemble, où est-ce que ta carrière va se diriger, et quels sont les choix stratégiques pour plus tard. La dernière chose pour laquelle Start Here, c'est vraiment important, je crois, c'est de redevenir sur des choses très réelles, pas fantasmées, très réelles. Et quand je dis réelles, c'est que mieux vaut exposer dans un restaurant d'un ami et commencer à avoir ces premières impressions de comment ton travail est perçu par d'autres, que de projeter une relation future qui n'arrivera jamais. Si je fais la métaphore avec les couples, c'est un peu comme dans les films romantiques où l'héroïne qui va se projeter avec son prince charmant et puis en fait qui se rend compte que en fait elle est amoureuse de son meilleur ami qui est là depuis le début du film qui est super pour elle quoi, mais qui est hors du fantasme, qui est juste dans la réalité quoi. Donc la réalité, c'est vraiment, c'est fantastique, c'est ce qu'il y a de plus puissant
surtout pour un ou une artiste qui vit un peu dans le monde du rêve et du fantasme, la réalité. Start here. Donc, la question que je te pose, parce que tu sais qu'à chaque fois que je te pose des questions en fin de conseil, parce que le but c'est que ça soit pas que mes conseils, mais que ça soit tes réponses, quelle est la personne réelle, physique, possible, avec qui tu peux travailler dans 3-6 mois pour exposer ton travail? J'attends tes réponses en commentaire. Deuxième conseil, sois prêt. Sois prêt, enfin, garçon, sois prête, fille, enfin, on s'en fout. Le conseil, c'est sois prêt. Sois prêt avant ton first date, avant ta première rencontre, avant de t'engager. Et ça, c'est un travail personnel à faire. Aujourd'hui, la qualité de ce que tu fais n'est pas suffisante le plus souvent. Et tu verras pourquoi je te dis le plus souvent à la fin de cette vidéo. Le plus souvent, la qualité de ce que tu fais n'est pas suffisante pour engager une collaboration avec des professionnels. Il y a toutes des qualités humaines qui sont nécessaires pour vivre cette aventure. Parce qu'il s'agit d'engager la conversation, d'avoir de la répartie, de rebondir, d'inventer, de collaborer, de gérer des situations de stress. Toutes ces qualités humaines sont nécessaires, voire fondamentales dans ton parcours artistique et on te les enseignera jamais à l'école. À l'école, tu as 100 jeunes artistes qui ont faim, il y en a la moitié qui vont se perdre en cours de route, 25 qui vont être accrochés jusqu'à la fin de leurs études, une quinzaine qui ont passé toutes les étapes, qui auront leurs pratiques, leurs thématiques, etc. Mais il n'y en a que quelques-uns qui vont arriver à percer. Pourquoi? Je pourrais faire une vidéo là-dessus plus précisément, mais il y a aussi des questions de confiance en soi, d'engager la conversation avec des personnes, de partager ton travail à l'oral avec d'autres personnes. Et tout ça, c'est des qualités humaines, capacité d'écoute, de se remettre en question. On te l'apprend pas, mais c'est fondamental, tout comme ce que tu dégages en tant que personne. La relation entre tes œuvres et une galerie, c'est surtout la relation entre toi et une galeriste ou un galeriste. C'est une relation humaine. Pour ça, il faut que tu sois prête, c'est-à-dire aussi que tu fasses un travail sur toi pour que, par exemple, tes insécurités ne viennent pas polluer ta relation future avec cette personne-là. Les insécurités des artistes, on pourrait en faire un pavé, je pourrais en faire une vidéo de 4h30, en tout cas mes insécurités, je pourrais t'en faire une vidéo de 4h30, mais en tout cas, c'est important de faire un petit nettoyage personnel pour clarifier, pour que cette relation soit fluide. On en revient toujours à ce terme, fluidité. Pour que cette relation elle soit belle et fluide, il faut faire un nettoyage personnel. Je vais te donner un exemple très concret, et je pourrais t'en donner d'autres, mais je vais t'en donner qu'un seul, c'est déjà pas mal. N'attends pas que cette relation te sauve de tous tes problèmes personnels. Par exemple, j'ai déjà entendu, moi j'attends du galeriste que elle puisse, désolé j'ai du mal avec le pronom, mais je m'y fais le pronom, elle puisse m'aiguiller, me supporter, me payer mes frais de prod, me donner des indications de qui rencontrer, qui puisse me soutenir émotionnellement, artistiquement, qui me donne des références culturelles, etc., etc. Et même qui soit ma mère, mon amant, mon ami, voire qu'il m'aide à m'émanciper de ma relation toxique avec mon père et mon frère. Non, ça, c'est pas possible. Cette relation, pour qu'elle ait lieu, il faut faire le ménage chez toi. Je me souviens toujours de cette phrase qui m'avait marqué dans un discours de témoin lors du mariage de ma sœur, qui disait que dans cette bâtisse qu'est le couple, qui construit un temple, pour que la fondation soit solide, il faut que les piliers soient suffisamment espacés et autonomes l'un de l'autre. Et c'est cette autonomie-là de chaque pilier qui va permettre à ce que la bâtisse soit saine. Si tu connais l'auteur de référence de cette citation, mets-le en commentaire, ça m'intéresse, je ne sais pas qui c'est.
mais je trouve ça génial. Ta relation avec ton galeriste, c'est la même chose. Ça fonctionne beaucoup mieux quand les deux sont autonomes. C'est-à-dire que quand toi, dans ta pratique, t'es autonome et t'es plus ou moins épanoui, lui aussi, et que dans cette relation-là, il y a quelque chose de l'ordre du bonus et de la création qui vont être possibles. Mais au-delà de soigner des insatisfactions personnelles ou des blessures personnelles. Poser trop d'attentes sur cette relation-là peut asphyxier la relation. Par exemple, si tu as du mal à sélectionner ton travail, ne demande pas au galeriste que tu rencontres de le faire pour toi. C'est ton travail de aussi avoir un regard critique par rapport à ce que tu fais. Et le regard du galeriste sur ton travail, c'est en plus. Mais si tu n'arrives pas à sélectionner tes pièces toi-même et que tu laisses tout le galeriste faire ce travail-là, en fait, il va t'envahir, prendre trop de place et diriger l'endroit où tu veux aller dans tes œuvres. C'est ton travail. Et plus tu fais ton travail d'autonomie, de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment dire et quelle est ta vision, parce qu'on en revient toujours à ça, quelle est ta vision des choses, plus les échanges que tu vas avoir avec ton galeriste vont être hyper intéressants parce qu'ils vont aller un cran au-dessus, un ou deux crans au-dessus, que répondre à des choses qui normalement sont de l'ordre de ton travail. La relation avec le galeriste ou avec la galeriste, c'est de l'échange, du dialogue, de la co-création. Moi, je l'ai appris un peu tard, j'aurais voulu l'apprendre bien plus tôt, ce conseil-là. C'est vraiment une relation de co-création. Alors, la question que je te pose en numéro 2, quelle insécurité personnelle tu as besoin de résoudre afin de t'engager dans une relation équilibrée et durable? On a l'impression que je fais de la thérapie de couple, c'est un truc de ouf. Ah là là, c'est génial YouTube. Mais quand même si ces conseils paraissent un petit peu farfelus comme ça, parce que je parle de thérapie de couple, un jour, tu me diras merci, parce que vraiment, ça peut vraiment changer en profondeur non seulement la relation que tu vas avoir avec ta galeriste, mais aussi même la manière d'aborder ton galeriste. 3. Là, dans le 3e, 4e, 5e, on va parler aussi, pas que de toi, mais aussi des galeries et des personnes qui sont derrière. Alors déjà, dans le 3, c'est l'ensemble. C'est le panorama culturel, c'est l'offre culturelle, le paysage, peu importe comment tu le dis, comment tu le prononces, comment ça se dit dans ton milieu, mais tu vois l'idée. Donne l'attention que tu demandes. La plupart des artistes demandent, supplient, pour qu'on s'intéresse à eux ou à elles. Regardez-moi, regardez ce que je fais. Mais est-ce que, si tu te reconnais dedans, est-ce que toi, tu es prêt à donner cette attention à d'autres? C'est-à-dire, demander à une galerie de s'intéresser à toi, mais est-ce que toi, tu t'es intéressé à la galerie? Eh bien, ça, c'est important. Surtout pour un premier rendez-vous, intéresse-toi à la galerie, intéresse-toi aux galeries de manière générale. Et je suis pas là que pour te jeter la première pierre. Moi, par exemple, je me rappelle, j'étais à Los Angeles dans mon atelier. J'avais un ami artiste qui était là-bas. Je lui disais que j'aimerais travailler avec une galerie à Los Angeles. Il me dit laquelle. Et là, je lui dis, je sais pas, limite celle qui voudra bien de moi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Avec qui tu veux bosser? Je n'en sais rien parce que je connaissais pas très bien les galeries à Los Angeles. Si tu veux travailler avec des galeries, il faut déjà t'intéresser aux galeries. Et pour ça, eh bien, c'est te tenir au courant, c'est d'aller voir des vernissages, c'est de suivre des sites internet régulièrement. Alors par exemple, il y a Contemporary Art Daily, où tous les jours tu vas avoir des expositions à travers le monde des meilleures galeries du monde. Mais il y a des choses plus simples, ne serait-ce que tu habites par exemple à Toulouse, et tu vas forcément avoir un site sur les offres culturelles là-bas, d'aller voir une galerie, d'avoir un petit plan parce qu'il y a un festival de portes ouvertes, et d'aller voir d'autres galeries, de demander des conseils aussi à d'autres artistes. Mais toute cette démarche-là qui peut être concrètement le fruit de ton travail,
pas beaucoup d'artistes le font. Ils sont nez collés sur leur toile ou sur leurs œuvres, et quand on leur demande quel est le panorama de l'offre culturelle, ils n'ont pas forcément idée. Alors, dans ce panorama culturel, tu vas voir qu'il y a des tendances. C'est-à-dire qu'il y a des tendances dans une ville, par exemple, qui va être structurée entre les institutions, les fondations, les galeries, et que les galeries vont se positionner les unes par rapport aux autres. Tu as les très jeunes galeries, les galeries très sharp, les galeries historiques, les mid-tier galeries, parfois des très grosses galeries. Et tu vas avoir tout un tas de critères de jugement, d'évaluation pour essayer de comprendre quelles sont les différences entre ces galeries-là. Par exemple, quelle est la ligne éditoriale? Comment ils choisissent les artistes? Avec quel type d'artistes ils travaillent? Leur site internet? Les foires auxquelles ils participent, c'est des foires plutôt régionales, plutôt nationales, plutôt internationales. Est-ce qu'ils ont aussi un travail d'édition de leurs artistes en publication, en sérigraphie, en objets multiples? Quel est leur type de réseau? Ça, c'est important. Est-ce que c'est plutôt un réseau avec des résidences, avec beaucoup d'artistes qui font des résidences à l'international? Ou est-ce que c'est plutôt un réseau institutionnel? Ou est-ce que c'est plutôt un réseau par rapport à un milieu donné? Est-ce qu'ils ont de bonnes relations avec la presse? Est-ce qu'ils sont très investis dans des thématiques spécifiques, territoriales, climatiques, historiques, etc., etc. Donc, on pourrait faire tout un développement aussi de comment regarder une galerie, mais voilà, ça te donne un peu des exemples de comment voir les différences entre les galeries, ou entre les maisons de disques, ou des labels, ou des éditeurs. Et pour ça, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle Internet. Plus tu donnes de l'attention à l'extérieur, plus tu grandis. Tu sors de ton périmètre égotique et tu vas voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et de comprendre cette masse informe qu'on appelle un marché de l'art, un milieu de l'art, un milieu culturel, et de voir quelles sont les dynamiques et comment toi tu as envie de t'inscrire dans ces dynamiques-là. Ma question est la suivante: quelles sont tes 5 galeries préférées? Tu peux dire des choses qui sont dans ta ville, mais aussi n'importe où dans le monde. Quelles sont tes 5 galeries préférées? Le plus important, ce ne sont pas les galeries. Est-ce que c'est réaliste, pas réaliste? On s'en fout. C'est juste de développer un regard critique de pourquoi tu aimes ces galeries-là. Visualise le monde dans lequel tu as envie de t'inscrire, ou dans le monde dans lequel tu as envie d'inscrire ta pratique. Quelles sont tes 5 galeries préférées? 4. Comprends les attentes de l'autre. Rien que ça. Rien que ça. En tout cas, de ton futur ou de ta future partenaire. Alors, maintenant qu'on a fait le paysage culturel, on va rentrer un peu plus en focus dans le ou la galerie, parce que derrière ces galeries, ce sont des personnes, des êtres humains. Attention à retenir, truc de ouf. Les galeristes font pipi et caca comme toi. C'est-à-dire que c'est derrière tes fantasmes, tes projections, tes envies, il y a juste des personnes qui sont comme toi et qui ont des sensibilités, des attentes, des peines de cœur, des problèmes de digestion, des envies, des besoins de reconnaissance. Plus tu comprends les attentes qu'elles ont par rapport aux artistes avec lesquels elles vont travailler, ou des besoins même personnels, j'ai besoin de sang, j'ai besoin de comprendre mieux l'histoire avec les artistes avec lesquels je bosse, plus tu comprends ça, plus la relation est possible, notamment pour engager une conversation avec ces personnes-là. Et ça, tu verras ça dans les conseils suivants. En fait, je passe mon temps à teaser sur les conseils suivants. Chercher une galerie quand t'es un artiste solo, c'est un peu comme t'es célibataire et tu te lances dans le marché du couple sur Tinder. Imagine que t'as envie de te mettre en couple. T'as envie de construire un truc avec quelqu'un. T'as fait ton travail personnel, etc. Maintenant, t'es prêt à t'engager, à construire, pourquoi faire des enfants. Imagine que tu te mettes sur Tinder, mais que tu aies la chance que la personne que tu vas rencontrer
t'es comme une petite souris qui te dise quelles sont ses attentes, qui te disent en fait, moi, quand je me mets en couple, je cherche ça dans la relation, quand j'ai eu ça comme relation précédente, et t'as tout un tas d'informations sur cette personne-là. T'imagines, ce serait génial, ce serait de l'or en bas d'avoir ces informations-là. Eh bien, ces informations-là existent. Et ça s'appelle des interviews. Il y a des interviews où les professionnels que tu as envie de rencontrer expliquent par eux-mêmes ou par elles-mêmes qu'est-ce qu'ils cherchent, comment ils se sont lancés, quels défis ils ont fait face, comment ils ont monté leur projet, quelle est leur ligne directrice, là où ils vont aller dans les projets futurs. Tout ça, souvent, c'est public. Donc, profites-en. Regarde des interviews des personnes que tu as envie de contacter. C'est aussi présent sur leur site internet, ou même si tu as l'occasion de parler avec des personnes qui les connaissent. Mais ces personnes-là vont publier, poster, écrire, et tout ça, c'est des choses hyper importantes qui peuvent te permettre, quand tu auras ta first date, de rentrer en relation avec ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que ces personnes cherchent chez un artiste ? Par exemple, Olivier Babin de chez Clearing dit que quand il cherche un artiste, il cherche le feu. Tu vois ? Et là, on en revient aux qualités humaines, le feu. Mais ça peut être la capacité d'avoir des artistes qui sont proactifs, qui ont des visions de là où ils veulent aller, d'avoir aussi un réseau, d'avoir suscité de l'intérêt d'autres professionnels, d'avoir un réseau artistique ou avoir des engagements. C'est la capacité à pouvoir échanger. C'est aussi la capacité à arriver à l'heure et de répondre aux emails. Et ça, je suis pas fort là-dedans. Mais j'y travaille. Ça peut être la capacité de présenter ton travail en public, de nouer des relations avec des collectionneurs pour qu'ils aient envie de t'inviter dans des dîners privés. C'est d'avoir un sens critique sur le monde qui t'entoure et le monde dans lequel tu évolues, et un sens critique sur tes propres œuvres. Tout ça, ça va varier en fonction des personnes, des galeristes, et c'est important d'être dans un endroit où tu vas pouvoir partager des valeurs avec une personne. Dans ces interviews-là, les galeristes vont exprimer leurs valeurs, leurs attentes et leurs besoins en tant que professionnels, en tant qu'humains et en tant qu'amateurs d'art. Toi aussi, tu fais ce travail-là pour trouver quelles sont les valeurs que tu as envie de partager, les notions, les thématiques que tu as envie de partager avec un professionnel ou une autre professionnelle. Plus naturellement tu sais ce que toi tu cherches et ce que l'autre cherche, plus il y a de raisons à ce que on sache, ok, en fait ça va pas matcher, ou alors il y a des moyens qu'on matche. Donc ce que je te pose comme question, et soit dit en passant, les questions que je te pose dans chacun de ces conseils, dans toutes les vidéos, en plus de recevoir l'immense bénéfice d'avoir un commentaire de tes petits doigts, ce qui me ferait très plaisir, c'est aussi pour t'exercer à développer ta vision. C'est fondamental. Le jour où tu vas rencontrer des professionnels, il sera question de quelle est ta vision des choses, de ton travail, mais aussi de l'exposition qui est en cours, quelle est ta vision. Et ces questions-là, elles te permettent de muscler ton sens critique, de muscler ta sensibilité, de dire non pas seulement ce que tu ne veux pas, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu ne veux pas, vers où tu veux aller. Tout ça, c'est fondamental. Alors, pour finir ce point-là, je te pose la question, qu'est-ce que cherche la personne que tu cherches? 5, ça pourrait être arrivé avant le 4, après le 4, je ne sais pas, d'un point de vue chronologique, c'est pas mon fort. Choisis et sois ouvert, plutôt que d'attendre d'être choisi. Lorsque tu attends d'être choisi, tu remets le pouvoir de donner une valeur à ta vie à une personne inconnue ou fictive. C'est comme si tu ne pouvais pas prendre ce pouvoir toi-même de donner une valeur à ce que tu fais, et tu attends qu'une autre te choisisse. Alors ça arrive que des artistes soient choisis sans qu'ils aient fait la démarche. Mais on vit déjà dans un monde il y a tellement d'offres possibles, d'artistes possibles,
que pour qu'on vienne te chercher alors que t'as pas fait l'effort de te montrer, c'est que vraiment il y a quelque chose. Mais la plupart du temps, ça a peu de chances d'arriver. J'en suis désolé. J'en suis vraiment désolé, mais il y a peu de chances que ça arrive. Et si je reviens sur cette métaphore du couple, est-ce que toi, quand tu te mets en couple, tu auras envie de te mettre avec quelqu'un qui se mette avec toi juste parce que tu es la seule personne qui a bien voulu d'elle? Pas sexy. C'est la même chose avec un galeriste. Quand j'ai commencé mon chemin, je me disais, je veux bien exposer, mais avec la galerie qui veut bien de moi, quoi. Et c'est pas sexy du tout pour une galeriste de dire, en fait, on va prendre cet artiste-là parce que il était sur le trottoir, là, avec ses toiles. On est passé, elle a dit, vas-y, monte parce que tu fais trop pitié. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Le monde culturel fonctionne sur un muscle très particulier qui est celui du désir, de la désirabilité. Exactement comme dans le marché amoureux, le marché du couple. Et puis, n'oublie pas que quand tu scrolles sur Tinder ou que tu cherches à te mettre avec quelqu'un, tu n'as pas besoin. Ça, je peux l'encadrer. Je peux l'encadrer. Je vais le mettre derrière moi. Là, je vais me le graver sur le front. Je te le dis, je sais même pas si au fond de moi j'y crois, mais j'ai quand même envie de te le dire pour que quand je regarde la vidéo, je me dise c'est intéressant ce qu'il dit. Bon, tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Oui, une carrière artistique, ça se fait sur des personnes qui se comptent sur le doigt d'une main et demie. Allez, ça, petite carrière, grosse carrière, moyenne carrière. Énorme carrière. 10 personnes. Il suffit de 10 personnes. Donc ça veut dire que si tu as 5 personnes clés qui croient en toi, c'est déjà énorme. Et 1 ou 2 personnes clés, tu peux déjà démarrer quelque chose. T'es pas obligé de plaire à tout le monde. Il vaut mieux vraiment arriver à trouver cette première ou ces deux premières personnes-là. Quand je dis 10 personnes, c'est galeriste, critique d'art, collectionneur, institution, un truc comme ça. Ça, c'est les 10 personnes qui vont créer ta carrière. Pour débuter ta carrière, il faut que tu crées un lien fort avec une personne qui aura l'impression que c'est avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Donc, j'en reviens toujours à la même chose, sois proactif dans ta recherche de galerie, c'est-à-dire d'identifier une personne qui sera surtout la plus à même de comprendre en profondeur ton travail pour mieux le défendre. Qui sera cette personne qui sera surtout la plus à même à te comprendre en tant qu'humain pour mieux comprendre ta pratique, pour mieux pouvoir l'expliquer, la défendre, la promouvoir, la sublimer et la projeter dans un futur radieux. La question à $1 million qui est très simple, mais très difficile. Avec qui tu veux travailler? Ou baiser si on est encore dans la métaphore. Bref, je me perds. Et on arrive déjà, enfin, first date, premier rendez-vous. Et tu noteras que ce conseil-là arrive en fin de vidéo. Et c'est intéressant parce que first date, je me suis dit, est-ce que je le mets en début ou en fin? Et bizarrement, pour moi, la first date, c'est pas tout de suite, parce qu'il y a tout ce travail préparatoire. Là, effectivement, quand on est dans des relations amoureuses, il y a on se laisse porter par la vie, les rencontres, il n'y a pas tout ce travail préparatoire. En art, il y a le côté organique de la vie et des rencontres, c'est important, mais je te promets faire ce travail-là préparatoire des 1, 2, 3, 4, 5, ça va te faire gagner des années ensuite. Parce que tu auras été prêt le moment où tu rencontres la personne avec qui tu peux faire un bout de chemin. Si t'es pas prêt et que t'as pas fait le ménage chez toi, tu risques de t'en mordre les doigts parce que ta relation, elle va capoter. Bon, je m'égare. Je reviens, first date. Il y a plusieurs façons d'avoir une première relation humaine. Bordel, motherfucker. Oui, ça reste des relations humaines. Il y a plusieurs façons. Donc, il y a la façon organique. La façon organique, c'est tu rencontres la personne à un dîner, à un vernissage, dans sa galerie, etc. Bon, c'est random, tu ne t'y attendais pas. Pas en même temps, si c'est dans sa galerie, tu t'y attendais un peu. Rencontre random, cas numéro 1. Dans ce cas-là, surtout,
surtout, et grave ça bien dans ta tête, ne parle pas de ton travail ni de tes attentes, et encore moins de tes insécurités. Les galeristes sont des personnes qui ont l'habitude d'être sollicitées. Donc si tu viens vers cette personne-là, bonjour, j'aimerais, je suis en galère, je cherche une galerie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, tu peux t'intéresser à la personne, lui poser des questions. Par exemple, tu es allé voir une exposition à cette galerie et tu poses des questions sur l'artiste, sur telle ou telle pièce. Tu engages la conversation sur ton appréciation ou non de telle œuvre. Et ce sera une sorte de moyen implicite de montrer que tu as des choses à raconter et pour l'autre de dire « Ah tiens, telle personne a des choses à raconter ». Ou encore mieux, et moi c'est ce que j'essaie de faire, de ne pas parler de ce qui est obvious. Donc de ne pas dire bon bah voilà, qu'est-ce que t'en penses de l'expo. Parfois il y a des rencontres qui vont se faire parce qu'on va parler de couscous ou de chat ou de n'importe quoi en fait qui fait que la personne et toi vous vivez juste à un moment présent dans le même espace où on parle pas du passé, du futur, mais juste il y a une rencontre humaine de ah bah tiens telle écharpe elle est grande mais moi je suis frileux, mais moi je suis tous. Peu importe le sujet, mais le plus important c'est d'avoir un échange sur des thématiques qui à un moment vous rapprochent, même si ces thématiques sont frivoles, légères, contextuelles, ou des thématiques bien plus approfondies sur la politique internationale d'Asie du Sud-Est dans les années 70. Peu importe un lieu de rencontre, pas toi, ton travail, toi, ni son travail, parce qu'en fait, peut-être que cette personne, elle a l'habitude, et en fait, elle sera en terre inconnue, et quand elle est en terre inconnue, elle est en mode automatique, et elle est moins présente. Pour qu'elle soit présente, il faut arriver à ce que, même toi, pour que tu sois présent, il faut qu'il y ait un endroit de ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi devant nous comme tableau? Il se passe quoi avec l'invité qui vient de sortir? Ah tiens, la pluie. Peu importe, qu'est-ce qui vous relie? Ça me paraît le plus simple, le plus humain, le plus moins préparé. C'est juste d'être là dans le moment et de rencontrer une personne avant de poser toutes tes attentes sur la table de j'ai besoin de payer mon loyer. Bien évidemment, tout le monde a besoin de payer son loyer. Mais si tu parles que de ça, en fait, tu vas pourrir, tu vas asphyxier la relation. Une autre façon d'engager une relation, un premier échange avec un professionnel, c'est de l'inviter à un autre projet. Et ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire, on en revient au point 1, start here, c'est-à-dire commence maintenant, de dire « Ah, ben moi je fais une exposition de groupe avec des amis dans le garage là-bas, ça te dit de passer ?» C'est ce qu'il y a de mieux, parce que en fait, ça ne pose pas énormément de pression sur la personne. Elle va passer, peut-être c'est dans le coin, elle va rencontrer d'autres artistes, et si elle se barre ou si elle n'aime pas, elle n'aura pas la pression de ton regard, de dire « Est-ce que tu aimes ce que je fais? Est-ce que tu as envie de travailler avec moi ?» Faut que ça soit léger. Donc, l'inviter à un autre projet, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Et c'est marrant aussi parce que quand on regarde les trucs de drague, parce que quand j'étais très très mauvais en drague, et donc j'ai déjà regardé des vidéos de comment on drague. Bon, moi ça n'a jamais marché. Mais ils expliquent que ce qui est intéressant, c'est d'inviter par exemple la personne, pas en one-to-one, mais avec d'autres amis. Et d'être aussi en interaction égale avec tout le monde. Et que la personne, elle se sente pas d'avoir tout le poids sur elle de est-ce qu'on va l'aimer et pas l'aimer. Mais aussi de voir comment toi, tu es en relation avec les autres. C'est ça qui va donner l'attraction. C'est de voir comment toi, tu es indépendant dans ta vie, dans ton art, dans tes projets. C'est ça qui va donner à la personne l'envie d'en savoir plus sur toi. La 6e question est donc toute simple, mais qu'est-ce qui vous rapproche? Quelle personne, quelle thématique, quel moment, peu importe. 7e conseil, sois proactif dans cette relation, c'est-à-dire
entretient la flamme. Une fois que tu auras développé ces relations-là avec une personne-là, une flamme, ça s'entretient. Et bien, même si tu n'as pas encore exposé avec cette personne-là, c'est pareil. Tu peux encore nourrir cette flamme ou développer cette relation-là. Il peut y avoir une relation humaine avant d'avoir une relation professionnelle et tu peux continuer à envoyer des informations sur ce que tu fais. Les galeristes sont souvent intéressés pour voir quel est ton parcours, ton développement dans le temps, pour voir si ça vaut la peine d'investir du temps, de l'énergie, de la réputation dans ce que tu fais. Une fois que vous êtes ensemble, une fois que vous êtes en couple, entretenir la flamme, c'est aussi ne pas se reposer sur ses lauriers et proposer des partenariats, d'autres artistes, des idées de dîner, de tel ou tel commissaire qui serait intéressant de rencontrer ou d'amener lors d'un dîner ou lors d'une visite privée. Tout ça, c'est de générer aussi une énergie qui soit vraiment en co-construction. Il y a beaucoup de galeries qui ont construit leur réseau aussi avec le réseau de leurs artistes. Que ce soit des collectionneurs, d'autres artistes ou d'autres centres d'art. Parce que c'est tout ça que je te souhaite, tout ce que je fais là maintenant, c'est de... Je te souhaite d'avoir une relation longue durée, c'est merveilleux d'avoir cette épaisseur du temps là dans la construction de ta carrière. C'est fait par des contrats implicites. Alors il y a des contrats explicites comme des contrats financiers, des contrats relationnels, amicaux, artistiques. Il y a tout un tas de contrats et qui sont tout le temps, comme dans une relation entre deux personnes, à définir, expliciter, revoir les clauses, l'alinéa. Attends, mais on a dit que si je t'ai présenté un collectionneur, ah mais en fait les cadres, c'est toi qui les avances, mais moi je suis pas d'accord. Tout ça, c'est des discussions et c'est en étant vraiment proactif dans cette relation-là que tu vas pouvoir la nourrir dans la durée. Donc, je t'épargne une question pour ce dernier point-là. Et encore. Non, je t'épargne une question. Il y a déjà beaucoup de questions. Allez, ici. Comment entretenir la flamme avec les relations que tu as déjà? Tiens, c'est marrant, je dis les relations, mais ça veut dire que ça ressemble plus à du polyamour que du couple. C'est un peu ça, le monde de l'art. C'est un peu une sorte de paix générale où tout le monde... Je m'égare. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce délicieux voyage avec la conclusion. Ah non, j'ai oublié un truc. Et oui, le 8e conseil, le plus important de tous les conseils de ouf, sa mère. Franchement, il est tellement important, ça m'a pris des années de me rendre compte à quel point c'était important, mais quand même. Voici le 8e conseil, qui prévaut sur tous les autres. C'est comme si tous les autres, en fait, c'est pas que c'est de la merde, c'est que ça peut vraiment t'aider. Ça peut vraiment faire la différence. Mais ce conseil-là, bon, vas-y, j'arrête de teaser, je te donne le conseil. Ton art est le centre de tout. Bam, j'ai lâché ma bombe, je t'explique même pas ce que ça veut dire. Si je t'explique ce que ça veut dire que plus ton art est bon, reste à voir les critères selon lesquels il est bon, qu'on pourra voir dans une autre vidéo, plus ton art est bon, moins tu as besoin de faire tout ce travail-là. Par exemple, le travail sur toi. Combien d'artistes sont des gros connards? Ils ont eu des carrières. Leur travail était suffisamment nécessaire ou suffisamment bon pour qu'on accepte le fait il ou elle soit des connasses. Les temps changent, cela dit. Les temps changent. C'est plus difficile d'être un gros connard parce que les gens se disent, mais attends, il y a tellement d'artistes, pourquoi bosser avec un connard ou une connasse? Mais si ton travail est merveilleux de ouf sa mère, c'est possible que tu n'es pas obligé de faire ce travail et que tu puisses rester un gros connard ou une grosse connasse, autocentré, imbuvable, incariâtre, égoïste. Ça suffit, c'est déjà pas mal, Pareil, on fait tout un foin sur la promotion, formation pour les artistes, comment vendre son œuvre, son travail sur Internet, poste tous les... Non. Il y a des artistes qui ont fait des carrières sans jamais montrer leur gueule
sur les réseaux sociaux. Imagine par exemple que tu veux être chanteur de rap, tu as envie de percer, de tout déglinguer dans le game, et que tu fasses aucune interview, aucun réseau social, pas de TikTok, rien du tout. Bah, c'est ce que PNL a fait, ils sont devenus énormes. Et ils ont décidé que c'était leur art qui était le centre de tout. Il y a plein d'artistes qui ne font même pas leur propre vernissage, qui ne viennent même pas à leur propre vernissage. Des artistes qui fuient, ou des artistes qui fuient les mondanités. Bruce Nauman, peut-être que tu ne le connais pas, c'était à l'époque l'artiste qui exposait le plus dans le monde, c'était un des plus gros artistes vivants. Il habite au fin fond de son ranch, et les mondanités, c'est pas pour lui. Il a quand même une connaissance du panorama culturel et artistique, bien sûr. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on est dans un monde où il y a un tel appétit de nouveautés, de qualité. Le marché, il a tellement faim que si ce que tu fais est vraiment excellent, ça sera trouvé. Je pense que le mythe de Van Gogh, l'artiste génial qui meurt dans l'anonymat et la pauvreté la plus complète, est plus du tout d'actualité. On est dans un monde vraiment qui a faim, qui cherche. J'ai habité au Vietnam pendant 8 ans. On avait des commissaires du Guggenheim qui venaient démarcher et trouver des artistes. On avait des galeristes du monde entier qui venaient pour voir ce qui se passait au Vietnam. Il y a une croyance fondamentale qui vraiment peut permettre de sortir de, en fait, qui veut de moi. Si ton travail est assez bon, dis-toi quelque chose. Sur Terre, dans ton pays, dans ta ville, quelque part, il y a des gens qui te cherchent. Ils font des écoles pour te trouver, ils suivent tous les réseaux pour te trouver, ils sont dans toutes les commissions pour te trouver. Le monde cherche des nouveaux talents. Donc si ton travail est excellent, tu peux pallier à tout ce que je t'ai dit avant, même si je pense que c'est nécessaire. Mais pour ça, il faut que ton travail soit bon. Comment améliorer ton travail? Ça, c'est vraiment clé. C'est la qualité de ton travail. Inversement, tu peux suivre tous les conseils que je t'ai donnés. Si ton travail est pas très bon, au sens où il est pas encore prêt, il est pas encore original, et je t'invite à voir cette vidéo que j'ai faite. Tiens, c'est la première fois que je le fais comme les youtubeurs. Je la mets ici, qui s'appelle « Pourquoi ton art n'intéresse personne ?» Si ton art n'intéresse personne, tu peux faire tous les points mentionnés, ça ne changera rien. Donc la qualité de ce que tu fais, c'est vraiment fondamental. À chaque fois que tu as des décisions à prendre, des priorités, ça doit être pour que ton art aille plus loin, grandisse, progresse, se remette en question. Quand je travaille avec d'autres artistes en session individuelle ou en session de groupe avec l'arc de l'encre, c'est aussi un endroit où on peut montrer son travail à d'autres personnes pour le tester, pour avoir des feedbacks. Les artistes ou les créatifs en général n'ont pas assez de feedback dans tous les autres domaines, qui sont des recherches, parce que l'art c'est de la recherche, que ça soit de la recherche scientifique du sport. Il y a une recherche d'excellence, de transcendance, d'aller le plus loin possible. Il y a des feedbacks permanents et réguliers, par des pairs ou par des mentors. Dans l'art, il y a cette pensée un peu magique que l'artiste, homme ou femme, ait toutes les réponses, et il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas. Mais dans ce chemin solitaire-là, ça manque de feedback, et ce qui fait que si, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as l'impression que ça ne bouge pas dans ton travail, c'est peut-être qu'il faut faire un examen de conscience, ou en tout cas avoir un regard critique sur ce que tu fais, pour éviter les angles morts, les choses que tu n'as pas vues, les choses que tu penses être, mais en fait qui sont des conditionnements ou des croyances limitantes. Toutes ces choses-là, en fait, qui empêchent l'expansion de ton travail et qui seront certainement des freins à ce que tu puisses avoir un travail prêt pour le présenter en galerie. La question que je te pose, c'est comment tu peux améliorer ta pratique. Voilà, c'était un grand chemin. J'espère que j'y ai mis tout mon cœur en tout cas. Je sais pas ce que ça t'a apporté, mais j'y ai mis tout mon cœur. Ordonner les idées et tout, quand on a une pensée en arborescence. Mais je suis très content de l'avoir fait. Ça m'aide aussi, moi, à organiser les idées dans ma tête. Et aussi de faire aussi un bilan de mon parcours personnel. Donc, je vous fais travailler, mais en fait, moi, ça me fait travailler aussi.
Donc, comme d'habitude, en conclusion, bah voilà, je pense que tu sais pourquoi c'est important de pouvoir présenter ton travail en galerie, de pouvoir le présenter à une personne ou collaborer avec des personnes qui vont pouvoir sublimer ton travail et donner la visibilité que ton travail mérite. T'as passé des heures, des journées, des nuits à produire ces œuvres-là. Maintenant, il faut une personne qui soit là pour l'offrir au reste du monde. Comme d'habitude, je te récapitule les 8 questions et bien sûr, tu peux me donner tes réponses en commentaire. Je reviens toujours, les commentaires, non seulement ça aide cette vidéo, cette chaîne, ça m'envoie du love, tu vois. Et aussi, c'est un endroit, c'est un réseau social où tu peux t'exprimer, personne va te stalker, ça reste anonyme. Et c'est un endroit où tu peux exercer tes réponses. Pour que le jour où tu sois en présence de ce genre de situation, t'aies déjà travaillé ces questions-là. Première chose, ici maintenant, avec quel lieu ou personne tu peux et tu veux bosser dans les 3-6 mois. Deuxième chose, quelle insécurité personnelle tu as besoin de nettoyer avant de te lancer dans une relation stable, équilibrée, durable, magnifique dans le temps. 3. Quelles sont tes 5 galeries préférées? Ou producteurs ou maison d'édition. 4. Que recherche la personne que tu cherches? 5. Précisément, avec qui tu veux exposer. 6. Que ça soit pour une première rencontre ou même pour le long terme, qu'est-ce qui vous rapproche? 7. Comment entretenir la flamme, soit parce que tu n'as toujours pas travaillé avec cette personne-là, mais tu veux la tenir au courant, ou même la relation est entamée et consommée. Mais tu as envie de te projeter dans une relation long terme, comment entretenir la flamme? 8. Comment renforcer le magnétisme de ton art? Et c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Créativement,